Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique. Fondé par Gérard Marcoux. Dirigé par Jean-Claude Nemery et Thomas Peyroux. Le droit n'est pas seulement un savoir. Il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection Logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Gladys Trezenem, La dignité de la personne humaine et le juge administratif, 2021. Chrissy Papanikolaou, Le principe de l'État social, Étude sur les limites de l'activité législative en droit comparé français et hellénique, 2021. Yves-Gabriel Djeya Kamdom, La responsabilité des ordonnateurs des crédits publics dans le système financier contemporain. Étude des droits camerounais et français, 2021. Laurie Marguet, Le droit de la procréation en France et en Allemagne. Étude sur la normalisation de la vie, 2021. Rita Busta, La notion de médiation administrative, 2021. Préface, Monsieur David Cumin. Maître de conférence HDR à l'Université Jean Moulin Lyon 3, directeur du Centre lyonnais d'études de sécurité internationale et de défense, CLESID. C'est une joie particulière que de préfacer un tel ouvrage, issu d'une thèse de doctorat à la soutenance de laquelle j'eus la chance de participer, pour y mener une discussion fructueuse. Son jeune auteur s'inscrit dans la tradition de pensée française sur l'arme nucléaire, plus précisément, la tradition du droit public français, dont Bernard Chantebout et Henri Pack furent les figures tutélaires. Benoît Grémard en est à la fois l'héritier, la relève et le couronnement. Moi-même j'avais été un maillon, lorsque au lendemain de l'arrêt Lavore du Conseil d'État, et de l'avis licéité de l'emploi ou de la menace d'emploi d'armes nucléaires de la Cour internationale de justice, j'avais été amené à interroger l'arme nucléaire française en droit constitutionnel et en droit international. Avant même d'être consacré docteur en droit public, Benoît Grémard était un spécialiste connu et reconnu des questions nucléaires militaires, juriste compétent en droit positif mais aussi juriste doté d'une culture historique, politique et stratégique, capable d'une réflexion doctrinale de haut niveau. Rare est l'interdisciplinarité. Puis vint la thèse sur l'arme nucléaire française. Aspect de droit public, enfin le présent livre, de l'arme nucléaire française. Essai sur la constitutionnalisation de la force de frappe. Richement référencé, le livre fait le tour de l'arme nucléaire dans les deux ordres juridiques principaux, le droit international et européen d'une part, le droit constitutionnel et pénal d'autre part. Il se lit comme une pièce de théâtre, dont les deux actes successifs seraient les deux cercles d'intérêt, d'intensité croissante. Au premier cercle, extérieur, l'arme nucléaire française en droit international humanitaire et en droit de la maîtrise des armements, à l'ONU et à la CIJ, où l'on retrouve les problématiques des essais, des zones exemptes, de l'emploi ou de la menace d'emploi, de la dissuasion et de l'ultime avertissement, de la non-prolifération, le TNP, de l'interdiction des matières fissiles, le TIPMF, et de l'abolition, le TIAN. Puis l'arme nucléaire française en droit européen, dans le traité CEEA, à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour européenne des droits de l'homme, où se trouve confirmée la limitation de la compétence de la Cour de Luxembourg mais où l'on découvre le hiatus entre l'arsenal national et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Au second cercle, intérieur, l'arme nucléaire en droit constitutionnel comparé, en droit constitutionnel français et en théorie de l'État, l'État nucléaire.
Puis l'intégration implicite de l'arme nucléaire dans la Constitution, avec la théorie du maître de l'atome, ses limites et sa pénalité, suivie de la constitutionnalisation de l'arme nucléaire érigée en force de frappe. Nous sommes là au cœur de l'essai de Benoît Grémard. La France est un État nucléaire. Cela ne marque pas seulement son rang, celui d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ni sa politique de défense, dont le noyau consiste en la dissuasion, assurance vie de la nation. Cela marque son régime politique, son droit constitutionnel, sa présidence de la République et sa pratique politique. On observe alors, Benoît Grémard le rappelle, une situation en porte-à-faux avec le droit international et européen en vigueur, ou même avec le texte de la Constitution. Le président maître de l'atome, la monarchie nucléaire, fait exploser l'état de droit et sa légalité, même s'il puise à la légitimité démocratique conférée par l'élection au suffrage universel direct du chef de l'État, gardien suprême de l'indépendance nationale. L'idée de coutume constitutionnelle, ouvrant dérogation au droit constitutionnel écrit, ne suffit pas. Il convient et il importe de constitutionnaliser la force de frappe, après avoir conceptualisé la dite force de frappe, en avoir analysé les lois de programme et en avoir montré la valeur constitutionnelle. Tel est l'objectif du présent ouvrage, son apport et sa contribution. Telle était aussi la plus-value de la thèse de Benoît Grémard. Pas seulement offrir un état des lieux de l'arme nucléaire française en droit ni développer une démonstration juridique, mais proposer une révision de la Constitution, à travers un travail original d'interprétation portant sur le concept de Constitution, sur la Constitution de la Ve République française de 1958 à nos jours et sur le processus de constitutionnalisation. À cet égard, l'ouvrage dépasse la réflexion sur l'arme nucléaire, objet dur s'il en est concernant l'ensemble des sciences sociales, pour embrasser la théorie de la Constitution. Concrètement, il s'agit que la disposition la plus forte du droit français, le pouvoir nucléaire discrétionnaire présidentiel indispensable à la crédibilité politique de la dissuasion, sorte du fin fond de la partie réglementaire du Code de la Défense, l'article 1411A5, pour être inséré dans la Constitution. Cela passe par une élaboration doctrinale, qui relève, selon moi, de ce que l'on appelait autrefois le droit politique et qui était de droit commun en sciences juridiques, avant la réduction de cette dernière en sciences contentieuses. Benoît Grémard n'est pas le servant du juge, il sait se faire théoricien du droit en sa matière. Ainsi les trois théories juridiques de la dissuasion, de l'ultime avertissement et de la force de frappe. Elles marquent probablement le sommet du présent ouvrage, substantiel par ailleurs. Introduction, la dialectique du droit nucléaire. Devenu un enjeu national, sociétal, industriel et environnemental majeur, le sujet du nucléaire est bien présent dans la Constitution. Si le mot est manquant, celle-ci en appréhende tous les éléments. La décision nucléaire qui ne se conçoit que sur le long terme rêve bien du champ constitutionnel. Le non-dit du texte constitutionnel ne doit pas être confondu avec la réalité à laquelle il renvoie. Puissance démiurge, l'arme nucléaire est un sujet qui ne laisse pas indifférent et qui, dès son avènement, a dû affronter l'adversité autant que la contestation morale. Controversée dans ses applications militaires aux conséquences civiles, celle-ci ne lasse de commentaires, d'analyses, d'expertises, d'études techniques et de pamphlets. Par définition, l'arme nucléaire dispose de caractéristiques uniques du fait de sa puissance destructrice et de sa capacité à infliger des souffrances à l'homme, à l'environnement et aux générations à venir. Pourtant, elle est encadrée depuis des décennies par le droit international avec une pluralité d'instruments juridiques relatifs tant à sa non-prolifération, sa limitation, sa destruction, l'interdiction de ses essais, son bannissement zonal ou encore sa licéité d'emploi et d'existence. En France, l'arme nucléaire dans sa doctrine d'emploi vise à prévenir des risques d'invasion et d'anéantissement de l'État, enjeu de défense qui implique chaque citoyen au niveau individuel et national. Mais il existe une ambivalence entre l'armement nucléaire et les pouvoirs publics. Selon Jean-Pierre Camby, la Ve République est un régime présidentiel dans lequel l'attribution du feu nucléaire n'est pas sans lien avec l'intérêt général recherché. Si l'article 34 de la Constitution réserve à la loi de déterminer les principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale,
la mise en œuvre de la force nucléaire n'a été jusqu'à présent régie que par deux instruments juridiques. Le décret du 14 janvier 1964 relatif aux forces aériennes stratégiques, qui fut remplacé par celui du 12 juin 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires, et complété par le décret du 17 septembre 2009 relatif au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire. À cet effet, Jean-Pierre Camby mesure, à travers le changement de régime juridique de ces décrets, la confirmation de la primauté présidentielle en matière nucléaire militaire, confirmant 30 ans de consensus sur la question et illustrant le renforcement de l'exécutif dans la Constitution. Pourtant, comme le remarque Jean-Claude Masclet, le pouvoir d'engager la force nucléaire mériterait plus d'un décret. On peut même estimer que sa présence ne déshonorerait pas le texte constitutionnel. Objet transverse, souvent conspué du fait de n'être accessible qu'aux cognoscenti, l'arme nucléaire nécessite l'apport d'autres sources du droit public, notamment l'approche constitutionnelle, et toute réflexion sur la dissuasion nucléaire doit nécessairement partir d'une analyse de l'environnement international. Un ensemble de règles y sont apparues, progressives et disparates, et forment un droit ambivalent du fait que certaines d'entre elles, applicables à un domaine particulier, soient d'origine internationale ou interne. Au carrefour de plusieurs disciplines juridiques, le droit nucléaire est régalien, propre à l'État, encadré par une puissance publique et à son service. Il est également dérogatoire au sens où plusieurs pans de l'activité nucléaire civile et militaire relèvent exclusivement du pouvoir politique. Il demeure nécessairement un droit servant du fait d'être au service d'autres droits ou objectifs poursuivis par l'État. Pourtant, le nucléaire est la première des technologies nouvelles pour laquelle un ensemble de dispositions juridiques et institutionnelles présentant un caractère spécifique a été mis en place, mais le droit nucléaire n'existe pas vraiment comme système juridique autonome. Il sert plutôt à désigner de manière commode plusieurs innovations apportées à plusieurs branches du droit qui ont le même objet, l'arme nucléaire. Sui generis, le droit nucléaire s'est développé dans les années 1950, les juristes assistant avec le nucléaire civil à l'invention d'un système juridique. Phénomène comparable à celui de l'espace extra-atmosphérique mais plus restreint par le secret défense, le nucléaire militaire quant à lui s'est développé sur la base de décrets nationaux et de traités internationaux. Reflet de l'état des connaissances scientifiques et souvent mal rédigé par des non-juristes, le droit nucléaire s'est développé à mesure que des questions nouvelles exigeaient des réponses normatives par ajouts successifs. Les États concernés ont alors saisi l'opportunité de mettre en commun leur expertise afin d'élaborer des normes adaptées à ces nouveaux besoins et de promouvoir une harmonisation à l'échelle internationale en vue de leur transposition ultérieure dans le droit interne. Ainsi, le développement du droit nucléaire a pris généralement la forme de conventions internationales mais aussi de textes techniques élaborés et adoptés au sein d'organisations internationales. Mais ne pouvant se limiter au droit du désarmement, lequel manquait de maturité associée à une technicité peu séduisante, le droit nucléaire fut longtemps écarté du champ de prospection des internationalistes. Par la longue absence d'études systématiques du droit régissant la fonction étatique de la défense nucléaire, hormis celle d'Henri Pack lequel proposa une réflexion juridique originale, dans ses ouvrages Le droit de la défense nucléaire en 1989 et Droit et politique nucléaire en 1994, avec la théorie de l'État nucléaire, le constat demeure de la rareté des formules juridiques rencontrées dans le domaine des armes nucléaires. Pour preuve, l'absence de définition juridique de la pratique de dissuasion nucléaire, rarement considérée comme un objet de droit pour cause de réalité dominée par la dimension politique plutôt que juridique. Sans effet juridique obligatoire et sans commune mesure, l'emploi de l'arme nucléaire dans l'organisation de la défense relève d'un droit implicite proche de l'opinio juris permettant d'approfondir ou d'innover sur la question d'une lex specialis nucleari, dont le paroxysme est éleva en 1995 lorsque la Cour internationale de justice, dans son avis consultatif du 8 juillet 1996, dut établir une jurisprudence aux commentaires contradictoires, mais élevant l'arme nucléaire au rang d'objet digne d'étude juridique. Par suite, les bouleversements de l'après-guerre froide amenèrent à s'interroger sur l'avenir de la dissuasion nucléaire, un colloque lui étant spécifiquement consacré en janvier 1997 sous la direction de Serge Sur.
Ainsi placée entre la réserve et l'attente, l'arme nucléaire a suscité moins de débats publics en France, suite à la résolution de la question sur sa légitimité au regard d'un contexte hors affrontement soviétique, et dans ce champ scientifique aux productions éparses, une étude réalisée en 2000 par David Cumin, intitulée « L'arme nucléaire française devant le droit international et le droit constitutionnel », permet de dresser le bilan de cette période en la doublant des apostrophes. Une prospective juridique sur la transformation des pouvoirs publics par l'arme nucléaire. Conçue au départ dans une perspective prométhéenne, telle une victoire de l'homme luttant contre les forces du mal et œuvrant pour le développement technologique de la planète, le nucléaire a rapidement trahi la peur et l'angoisse d'une civilisation mortelle. Le droit nucléaire s'est alors construit sur la dialectique de la peur et de l'espoir, bien que résulte la hantise permanente d'une hécatombe nucléaire. Il est vrai que ce champ de la prospective juridique comporte une certaine inhibition à penser l'après-frappe nucléaire. L'image de l'apocalypse est tant prégnante dans les esprits qu'elle insinue une barrière mentale rebutant toute réflexion sur la résilience qui s'ensuivrait. En cette circonstance, le droit international apparaît contraint parce qu'il est susceptible d'être concurrencé par des pratiques, des discours qui lui assignent une place fortement réduite, voire décorrélée, du fait de leurs exigences humanitaires et doctrinales. Bien couvert, le droit nucléaire n'est pas mobilisé par les stratèges dans la réflexion d'une guerre nucléaire. Première partie, définir l'arme nucléaire en droit public. Élément incontournable sur la scène internationale, l'arme nucléaire doit être cernée en droit public au regard de sa contribution à l'ordre mondial, avec cette dimension annihilatrice qui lui confère sa spécificité. Présentant le caractère d'un véritable jus in rem, l'arme nucléaire dispose d'un régime particulier qu'il convient de déterminer en la considérant comme un objet d'étude. Sa première définition juridique relève d'un texte particulier, à savoir le paragraphe 1 de l'annexe 2 du protocole 3 des accords de Paris du 23 octobre 1954 sur le contrôle des armements du traité de l'Union de l'Europe occidentale, lequel identifie une arme nucléaire comme toute arme qui contient ou est conçue pour contenir ou utiliser un combustible nucléaire ou des isotopes radioactifs et qui, par explosion ou autre transformation nucléaire non contrôlée ou par radioactivité du combustible nucléaire ou des isotopes radioactifs, est capable de destruction massive, dommage généralisé ou empoisonnement massif. Sont compris dans le terme combustible nucléaire le plutonium, l'uranium-235, et toute autre substance capable de libérer des quantités appréciables d'énergie atomique par fission nucléaire ou par fusion ou par une autre réaction nucléaire de la substance. À la suite, le traité de Moscou conclu en 1963 entendit mettre fin à la course aux armements sans toutefois définir son objet. Puis par l'article 5 du traité de Tlatelolco du 14 février 1967 visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, l'arme nucléaire est alors définie comme tout dispositif susceptible de libérer de l'énergie nucléaire de manière non contrôlée et qui possède un ensemble de caractéristiques propres à l'emploi à des fins belliqueuses. L'engin pouvant servir au transport ou à la propulsion du dispositif n'est pas compris dans cette définition, s'il peut être séparé du dispositif ou ne fait pas partie intégrante de celui-ci. Paradoxalement, le traité de non-prolifération du 1er juillet 1968 ne contient pas de définition des armes nucléaires même si l'article 1er emploie à 3 reprises la formule « armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ». Aussi, les traités régionaux établissant des zones exemptes d'armes nucléaires ont tenté de préciser leur objet juridique. Deux de ces traités ont adopté des définitions larges, notamment l'article 5 du traité de Rarotonga de 1985 et l'article 1C du traité de Pelindaba de 1996 lequel dispose, par dispositif explosif nucléaire, toute arme nucléaire ou tout dispositif explosif capable de libérer de l'énergie nucléaire quelle que soit la fin à laquelle celle-ci pourrait être utilisée. Cette expression couvre ces armes ou ces dispositifs sous forme non assemblée ou partiellement assemblée, mais elle ne couvre pas les moyens de transport ou les vecteurs de ces armes ou de ces dispositifs s'ils peuvent en être séparés et n'en constituent pas une partie indivisible. Compte tenu des divergences à propos de la distinction entre armes et dispositifs explosifs,
La difficulté juridique d'une définition de l'arme nucléaire perdure puisque ni le traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TIS) de 1996, ni le traité d'interdiction des armes nucléaires (TIAN) de 2017 ne contiennent de définition précise. Ainsi, le droit en matière nucléaire reste encore dans une dialectique constructive. Titre 1. Le statut de l'arme nucléaire en droit international et en droit européen. Objet de condamnation universelle, l'arme nucléaire se trouve pourtant au cœur d'un espace normatif développé, reposant sur des normes juridiques internationales générales telles que la Charte de l'ONU, le Jus ad bellum et le Jus in bello, des normes internationales spécifiques liées au régime de non-prolifération, les garanties de sécurité collective, les traités établissant des zones dénucléarisées ainsi que des normes sociales, d'origine tant nationale qu'internationale, pouvant être relatives aux doctrines d'emploi jusqu'aux constitutions. Résolument positif, le droit public international caractérise l'arme nucléaire en lui conférant un statut complexe et ambivalent. Car chaque fois qu'une juridiction internationale a tenté de traiter une question touchant au nucléaire militaire, il fut allégué que le différend n'était pas justiciable par sa nature régalienne. C'est ce caractère éminemment politique de l'arme nucléaire qui empêche ou restreint la compétence de la justice internationale de statuer sur cet objet, en arguant la non-juridicité de la matière nucléaire, voire l'absence de différend. L'une des sources principales du droit international est la coutume, en soi formuler un état des choses antérieur. Or la cohérence générale du jus in rem des armes nucléaires apparaît disparate et contrastée, suscitant une dynamique paradoxale dans le traitement de sa question puisqu'un progrès réalisé en droit nucléaire sur le volet de sa limitation, par exemple les garanties de sécurité par la résolution 984 du Conseil de sécurité de l'ONU du 11 avril 1995 peut conditionner ou entraîner des développements sur un autre, la prorogation indéfinie du TNP par l'Assemblée générale des Nations unies le 11 mai 1995, ou encore l'obligation au désarmement nucléaire déboutée le 5 octobre 2016 à la CIJ accélérant la conclusion d'un traité interdisant l'arme nucléaire à l'ONU le 7 juillet 2017. À partir du moment où l'arme nucléaire est un enjeu régalien, le droit nucléaire oscille entre son interdiction improbable et son autorisation impossible. Cette bivalence rythme l'évolution régulière de la question sur laquelle s'opposent partisans et abolitionnistes, et influe sur la définition du statut juridique de l'arme nucléaire en droit international. Chapitre 1 – L'arme nucléaire devant l'ONU et la CIJ. Le rapport entre les instances internationales et l'arme nucléaire est aussi complexe que le traitement juridique de son objet. La réalisation d'un monde exempt d'armes nucléaires est l'un des objectifs les plus anciens de l'Organisation des Nations Unies, visant au contrôle de l'énergie nucléaire et à l'élimination de tout type d'armes de destruction massive. Ce statu quo demeure auprès des instances internationales car celles-ci sont partagées entre l'abolition et la constatation d'existence de cet outil de destruction, dont la menace d'emploi appuie la sécurité collective par la retenue pose un dilemme originel aux Nations Unies. La Cour internationale de justice, malgré les affaires relatives à l'armement nucléaire, ne pouvant l'aider à fonder définitivement en droit l'enjeu de sa légalité. 2. 1. Le dilemme des Nations Unies sur l'arme nucléaire. Allant jusqu'à déclarer le 26 septembre comme étant la journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, l'Assemblée générale, AGNU, a dès ses débuts, mobiliser la communauté internationale en faveur du désarmement nucléaire mondial, illustrant une position coutumière sur la question. 1. Néanmoins, devant l'impératif de sécurité collective, le Conseil de sécurité des Nations Unies, CSNU, a toujours conçu l'arme nucléaire comme un outil de stabilité de la communauté internationale. 1. L'opposition coutumière de l'Assemblée générale à l'arme nucléaire. Dès l'origine, l'arme nucléaire a retenu l'attention de l'Organisation des Nations Unies, laquelle, en interdisant la guerre avec l'article 2.4 de sa charte, posa la question du désarmement atomique au travers de la toute première résolution adoptée par l'Assemblée générale le 24 janvier 1946, portant création d'une commission chargée d'étudier les problèmes soulevés par la découverte de l'énergie atomique. Cette commission devait notamment faire des propositions déterminées,
afin d'éliminer des armements nationaux, les armements atomiques et toutes autres armes importantes permettant des destructions massives. En ce sens révélatrice du désir grandissant de la part de la communauté internationale de bannir, par une interdiction spécifique et expresse, l'existence de l'arme nucléaire, l'Assemblée générale des Nations unies exerça une pression politique régulière sur les États nucléaires afin de développer une conscience d'obligation collective et ainsi, donner naissance à une coutume si ceux-ci se conforment à cette pression. À cette fin, une série de résolutions de la GNU condamna l'utilisation des armes nucléaires en appelant régulièrement à la conclusion d'une convention sur l'interdiction de leur emploi. L'examen de la valeur normative des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies permet de saisir l'insistance d'adopter chaque année des résolutions qui rappellent le contenu de la résolution 1653-16 du 24 novembre 1961. Celle-ci consistait en une déclaration sur l'interdiction de l'emploi des armes nucléaires et thermonucléaires, invitant les États membres à conclure une convention interdisant l'utilisation des armes nucléaires en toutes circonstances. Lors de l'affaire des essais nucléaires français, la GNU avait opté par sa résolution 3261F XXX du 9 décembre 1974 d'entreprendre une étude complète de la question des zones exemptes d'armes nucléaires sous tous ses aspects, laquelle aboutit à un revers, au sens où aucune définition générale du concept ne fut proposée à l'époque, de même qu'avec l'étude complémentaire sollicitée en 1982. Sommairement, l'initiative de la GNU visant à éliminer les armes nucléaires peut se décliner en 4 phases parfois simultanées, à savoir les résolutions sur L'. Importance du désarmement nucléaire, 1961 à 1981, les résolutions sur le gel des armes nucléaires, 1982 à 1992, les résolutions sur la condamnation juridique des armes nucléaires, 1982 à 2017, et les résolutions sur l'avis consultatif de la CIJ, 1996 à 2016. En 2017, la résolution L41 permit de concrétiser un traité d'interdiction des armes nucléaires, TIAN, longtemps souhaité par la communauté internationale. Or, ces résolutions peuvent être perçues comme un affrontement de 2 tendances opposées. La première, humaniste, est basée sur l'intérêt de l'humanité tout entière d'éliminer les armes nucléaires. Elle reflète la volonté d'une majorité grandissante au sein de l'Assemblée générale d'aboutir à une interdiction de toute utilisation des armes nucléaires. La seconde, réaliste, concerne la pratique de la dissuasion nucléaire, pratique adoptée par les États nucléaires lesquels s'opposent en ce sens à toute initiative tendant à interdire l'emploi de leurs arsenaux. Car accepter cette interdiction détruirait le fondement même de la dissuasion, garant ultime de leur sécurité nationale, et la justification de l'éventuel emploi de l'arme nucléaire. Cependant, les résolutions demeurent dépourvues de la moindre autorité sur les organes subordonnés, et privées de tout mécanisme de suivi normatif. Toutefois déclarées comme un instrument juridiquement contraignant par son entrée en vigueur en 2021, le TIAN entend contenir une norme juridique pour rendre les armes nucléaires illicites pour la communauté internationale, ce qui a amené les puissances nucléaires à manifester leur désaccord avec le texte dès son adoption, afin d'éviter que puisse se former une règle d'application globale selon les principes du droit coutumier. Le TIAN illustre la position coutumière de la GNU sur l'arme nucléaire, relativement à l'importance croissante du droit humanitaire et aux initiatives juridiques visant à protéger les civils lors des conflits armés. Elle favorise également l'antagonisme profond qui divise la communauté internationale sur le bien-fondé de la dissuasion nucléaire, pourtant perçue comme indispensable pour garantir la stabilité internationale. 2. Le Conseil de sécurité, gardien de l'arme nucléaire. En parallèle de la réduction des arsenaux nucléaires, le Conseil de sécurité des Nations unies, CSNU, à qui revient la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, est composé des 5 puissances nucléaires officielles et admises par le droit international avec le traité de non-prolifération. Club fermé, le Conseil de sécurité incarne un ordre juridique nucléaire tant décrié malgré les recommandations de la GNU relatives au désarmement. Pourtant,
Le CSNU a été sollicité pour donner des engagements aux États non dotés de l'arme nucléaire parmi lesquels figurent les garanties dites positives et négatives de sécurité. Les premières prévoient l'obligation de consulter et de saisir les 5 membres permanents du CSNU en cas de menace ou d'attaque nucléaire, via la résolution 255 du 19 juin 1968 sur les assurances positives de sécurité, en s'engageant à ce que le Conseil, conformément aux obligations de la Charte, prenne les mesures immédiates appropriées. De plus, certains actes terroristes acquérant la dimension d'infraction internationale ont conduit à la naissance d'un droit pénal international nucléaire, les États se dotant d'un corpus juridique original sur cette question conventionnelle. Si les premières réactions ont donné lieu à des conventions internationales, le terrorisme nucléaire étant déjà sous-entendu dans le paragraphe 2A de la résolution 1373 du 28 septembre 2001 du CSNU, la résolution 1540 adoptée le 28 avril 2004 concerna la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et les risques liés à l'acquisition de telles armes par des acteurs non étatiques. Cette résolution visait à combattre les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationale, en se fondant explicitement sur le chapitre 7 de la Charte, et donna lieu à une objection relative au pouvoir normatif du Conseil de sécurité. Selon Serge Sur, la résolution reposait sur l'idée que le Conseil s'arrogeait indûment une autorité de caractère législatif, générale et permanente, alors que le Conseil est conçu pour réagir à des situations concrètes, par définition transitoires. De fait, le CSNU ne peut prendre des mesures autoritaires en dehors d'une menace ou d'une atteinte à la sécurité internationale, lesquelles induiraient une transformation du droit international positif. Les puissances nucléaires acceptèrent néanmoins l'adoption de la résolution 984 de 1995 qui prend en compte la possibilité d'une agression nucléaire par une puissance nucléaire ou par un État proliférant, et établit la légalité d'une sanction nucléaire, stipulant qu'en cas d'agression ou de menace d'agression, avec emploi des armes nucléaires contre un État non doté de telles armes qui est partie du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, tout État peut appeler immédiatement l'attention du Conseil de sécurité sur la question, de manière à prendre des mesures urgentes afin de fournir, conformément à la Charte, une assistance à l'État victime de l'acte d'agression ou menacé d'une telle agression. Sur cette question, la Cour internationale de justice renvoie de jure à la compétence du CSNU, conformément à l'article 39 de la Charte, pour décider et appliquer individuellement ou collectivement ladite sanction, les puissances nucléaires demeurant maîtresses de leurs armements respectifs. Toutefois, dans son avis consultatif de 1996, la Cour s'est explicitement gardée d'examiner les contentieux soulevés par l'emploi d'armes nucléaires au titre de représailles en période de conflit armé, ainsi que son utilisation en vertu d'une décision du CSNU. Ces décisions ne sont que le reflet de son malaise à traiter la question des armes nucléaires en droit international public. 2. La Cour internationale de justice, face aux contentieux internationaux relatifs à l'arme nucléaire. Juridiquement, l'arme nucléaire s'est développée sur la base de décrets nationaux et de traités internationaux, et l'illustration la plus fulgurante demeurant l'exercice grandeur nature des essais nucléaires. Cette pratique suscita une controverse juridique dès lors qu'aux traités internationaux va s'ajouter la nécessité pour la France de finaliser son arsenal nucléaire pour s'imposer dans le concert des nations, suscitant ainsi débats doctrinaux et jalousie politique. Portée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans le but de nuire à la présence française dans le Pacifique, l'affaire de 1974 relative aux essais nucléaires se présente alors comme une tentative de fonder l'illégalité de la pratique des essais nucléaires par le biais du contentieux de la responsabilité. 1. 20 ans plus tard, la CIJ fut à nouveau invitée à se positionner sur la légalité de l'arme nucléaire en droit public. 2. 1. L'affaire des essais nucléaires atmosphériques. La France ne ratifia pas le traité de Moscou limitant les essais, la bombe atomique constituant sa priorité militaire absolue pour son indépendance nationale, et le principe de souveraineté de l'État étant censé la préserver des contraintes internationales malgré la coutumière condamnation de la GNU. Après les premiers essais au Sahara et l'indépendance de l'Algérie,
Les essais nucléaires français furent transférés en 1966 au Centre d'expérimentation du Pacifique Sud, à Moruroa et Fangatofa en Polynésie française. Or, avant même le premier tir aérien en Polynésie française, qui eut lieu le 10 juillet 1966, la Nouvelle-Zélande fit savoir au gouvernement français par la note du 10 juin 1966 Q'. Elle se réservait le droit de rendre le gouvernement français responsable de tout dommage ou de toute perte que viendrait à subir la Nouvelle-Zélande ou les îles du Pacifique, dont elle a spécialement la responsabilité ou la charge, à la suite de ces essais. Dans cet échange diplomatique fut mise en jeu l'affirmation du principe d'une responsabilité pour risque, indépendamment de toute prise de position sur la légalité des expériences. À sa suite, le gouvernement français déclara le 10 juin 1966 que, dans l'éventualité d'un accident qui surviendrait en rapport avec le programme français d'expérience, celui-ci ne pourrait accepter de voir sa responsabilité engagée, même partiellement, qu'après une étude minutieuse des circonstances qui auraient entouré l'accident. Il ne saurait en tout cas l'accepter dans l'hypothèse où les victimes ne se seraient pas conformées aux prescriptions d'usage concernant la zone dangereuse des essais. La France s'opposa directement à une responsabilité automatique, ne serait-ce qu'une responsabilité pour risque. Au cours des années suivantes, la France poursuivit ses campagnes de tir et l'Australie engagea contre elle une première affirmation diplomatique de l'illégalité des essais nucléaires le 3 janvier 1973. Puis 2 requêtes furent portées devant la CIJ par l'Australie et la Nouvelle-Zélande en date du 9 mai 1973, par l'introduction d'une instance contre la France au sujet d'un différend portant sur des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, priant la Cour de dire et juger que la poursuite des essais atmosphériques n'est pas compatible avec les règles applicables du droit international afin d'ordonner à la France de cesser ces essais. Or, ayant modifié le 16 mai 1966 sa déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour afin d'exclure les différends concernant les activités se rapportant à la défense nationale, la France ne participa pas au débat juridictionnel et dénia à la CIJ sa compétence en la matière du fait que la Cour n'avait pas déterminé en amont si elle était compétente et si cette demande en indication de mesures conservatoires était recevable. Pourtant, la Cour osa rendre le 22 juin 1973 2 ordonnances en indiquant à la France de s'abstenir de procéder à des essais nucléaires qui provoqueraient des retombées radioactives sur les territoires australiens et néo-zélandais. La France n'a pas tenu compte de ces ordonnances et a poursuivi son programme nucléaire sous la pression internationale. Absente aux plaidoiries, elle s'est contentée de faire connaître sa position en publiant en juin 1974 un livre blanc sur les essais nucléaires, dans lequel elle rappela que l'Australie et la Nouvelle-Zélande avaient en 1954 accepté de coopter les essais nucléaires américains, malgré l'avis de l'Union soviétique et de L', un de lesquels avait demandé à la CIJ un avis consultatif sur la légalité de ces expérimentations, une ironie au principe d'Estoppel. Prenant acte que la CIJ poursuivait la procédure malgré ses mises en garde, la France retira son acceptation de la compétence consultative de la Cour, n'étant plus liée par elle ni par ses propos. Et comme au long de l'histoire des essais nucléaires français, c'est par décision présidentielle que se dénouent les crises, le président Giscard d'Estaing mit fin après le 41e tir de la campagne de 1974 aux expérimentations nucléaires aériennes en Polynésie, pour transiter dès 1975 au stade des essais souterrains, à l'instar des autres puissances nucléaires. Notant à la fois l'arrêt des essais atmosphériques et le recul de sa compétence d'acceptation, la Cour conclut l'affaire dans son arrêt du 20 décembre 1974 en déclarant que la demande de l'Australie était désormais sans objet, et qu'il n'y avait dès lors plus lieu à statuer, sans avoir à fournir une déclaration du caractère illicite de ces expériences. La France entama alors un nouveau cycle d'essais nucléaires à partir du 42e essai Achille, en 1975, en décidant unilatéralement l'arrêt de ces essais atmosphériques. Curieusement, la Cour a sous-entendu un caractère obligatoire à cette déclaration en déclarant que la France en est liée tant qu'elle ne l'infirma pas par d'autres déclarations, précisant que des déclarations revêtant la forme d'actes unilatéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques, sans tenir compte du caractère circonstanciel. Or, dans l'attente de manifestations de volonté contraire, l'engagement est pris sans limitation de durée temporaire ou permanente,
et du seul fait de la souveraineté de la France qui possède, par son propre arbitrage, le pouvoir de se délier de son obligation en cas de nouvelles circonstances. Au-delà du problème de l'inexistence de dommages et de la compétence de la Cour, la question la plus complexe était celle de l'existence d'une règle internationale interdisant les essais nucléaires atmosphériques. Ainsi, dans l'opinion dissidente commune, l'affaire concerne l'applicabilité pour l'avenir d'une règle de droit international coutumier qui pourrait être en voie de formation, et qu'il faut considérer comme une possibilité juridique qu'à un certain moment, le droit international coutumier interdise ou est déjà interdit les essais d'armes nucléaires. À cela, se référant à sa propre jurisprudence, la Cour au début des arrêts du 20 décembre 1974, souligna qu'elle s'abstiendra non seulement d'exprimer une opinion sur des points de fond, mais aussi de se prononcer d'une manière qui pourrait préjuger ou paraître préjuger toute décision qu'elle pourrait rendre sur le fond, ce qui témoigne une ingéniosité juridique du fait que les demandes australiennes et néo-zélandaises étaient sans objet, permettant d'éviter le piège d'un gouvernement des juges qui aurait été décrié dans les relations internationales. Ainsi, avec cette décision prise, l'affaire des essais nucléaires de 1974 aboutit à l'absence de condamnation de la France, pouvant s'interpréter comme une décision reconnaissant de façon implicite que le droit international ne contient pas de règles interdisant les essais nucléaires. En 1995, la reprise des essais nucléaires français fut un prétexte pour la Nouvelle-Zélande de porter contre la France un nouveau litige qui sera débouté. En effet, la SIJ fut saisie par la Nouvelle-Zélande au nom d'un changement de circonstances relatif à la reprise des essais nucléaires français, du fait que l'arrêt de 1974 au titre 63 permettait un examen de la situation si le fondement de l'arrêt était remis en cause. Or l'arrêt portant exclusivement sur des essais nucléaires atmosphériques, lesquels par suite furent réalisés en souterrain, la demande présentée par la Nouvelle-Zélande fut écartée par une conclusion inéluctable au paragraphe 62, considérant que le fondement de l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire des essais nucléaires, Nouvelle-Zélande C. France, était en conséquence l'engagement pris par la France de ne plus procéder à des essais nucléaires atmosphériques, que dès lors, ledit fondement n'aurait été remis en cause que dans le cas d'une reprise par la France de ces essais nucléaires dans l'atmosphère, et que cette hypothèse ne s'est pas réalisée. Puis, invoquant le risque de pollution du territoire d'État situé à plusieurs milliers de kilomètres par des particules radioactives emprisonnées dans du basalte, la Nouvelle-Zélande entendit profiter du contexte de reprise pour remettre en cause l'arrêt prononcé en 1974 sur les retombées radioactives en atmosphère, en élargissant son objet à l'interdiction totale des essais nucléaires. S'appuyant sur le développement du droit de l'environnement avec la protection de l'environnement marin, l'argument néo-zélandais posait à la SIJ un problème de droit intertemporel, dans la mesure où sa demande d'examen de la situation reposait explicitement sur l'apparition d'obligations postérieures à l'arrêt de 1974. La Cour y répondit en rappelant à son paragraphe 62 qu'elle se limite à l'analyse de l'arrêt de 1974, et qu'elle ne peut rouvrir cette question. Drapée du principe de précaution, l'objectif de la Nouvelle-Zélande était de condamner juridiquement les essais nucléaires en obligeant la France à prouver l'innocuité totale des essais, s'appuyant sur une démarche de lex ferenda plus que sur le droit positif. À cela, la France répliqua que même le droit de l'environnement obéissait au principe reconnu actori incumbi probatio, et renvoya la Nouvelle-Zélande à prouver elle-même ses allégations sur autre chose que des scénarios catastrophes. Au final, la procédure fut déboutée en parallèle d'une affaire plus cruciale car relative à la licéité de l'arme nucléaire elle-même. 2. L'affaire de la licéité de la menace et de l'emploi de l'arme nucléaire. Avec la fin de la guerre froide et durant la décision française de reprise de ses essais nucléaires dans le Pacifique Sud, une bataille juridique s'est livrée dans le cadre des négociations sur la prorogation du traité de non-prolifération, TNP, et d'un traité d'interdiction complète des essais nucléaires, TIS. En 1995, la Cour internationale de justice est devenue la tribune des arguments favorables et hostiles aux armes nucléaires au cours d'un avis consultatif relatif à une question posée, laquelle obligeait la Cour à se comporter en véritable législateur international et à s'immiscer dans un processus politique et diplomatique par essence.
Déjà le 3 septembre 1993, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, avait soumis à la CIJ une première question. Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement, leur utilisation par un État au cours d'une guerre constituerait-elle une violation de ses obligations au regard du droit international, y compris la Constitution de l'OMS ? Constatant que la question posée portait non sur les effets de l'utilisation d'armes nucléaires sur la santé, mais sur la licéité de l'utilisation de telles armes au regard de leurs effets sur la santé et l'environnement, la CIJ avait estimé que la question de l'OMS ne se posait pas dans le cadre de cette organisation, et s'était abstenue d'émettre un avis sur la question. En effet, l'institution dont émane la requête doit être dûment autorisée, l'avis sollicité doit porter sur une question juridique et cette question doit se poser selon la Cour internationale de justice dans le cadre de l'activité de l'institution requérante, ce qui n'était pas le cas de l'OMS. Pourtant, le 6 janvier 1995, l'Assemblée générale des Nations unies pressa la CIJ d'émettre dans les meilleurs délais un avis sur la question suivante. Est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toutes circonstances ? Cette double procédure devant la CIJ a donné lieu à une production d'écrits et d'études considérables, avec la participation de 35 États. À la suite d'une longue réflexion d'1 an et demi, la Cour déclara le 8 juillet 1996 dans le paragraphe 2e du dispositif que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire aux règles du droit international applicables dans les conflits armés, mais que, au vu des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l'emploi des armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d'un État serait en cause. Devant se livrer au difficile exercice d'appréciation de l'arme nucléaire au regard du jus ad bellum et du jus in bello, la Cour n'a finalement pas émis d'avis véritable sur la question, préférant le non-liquet, ce n'est pas clair, au non-licet, ce n'est pas autorisé, et reconnaissant qu'il ne lui appartenait pas de résoudre cette ambiguïté, la réponse devant provenir de la part des États concernés et du Conseil de sécurité du fait qu'elle engendrerait potentiellement une remise en cause de la notion de légitime défense subordonnée à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, à l'appréciation du Conseil. Affirmant la volonté de ne pas choisir entre la licéité et l'illicéité, l'avis du non-liquet transforme une réalité politique en règle de droit, ou plutôt en lacune de droit, laquelle se base sur deux arguments, à savoir l'existence de lacunes en droit international et la possibilité matérielle d'envisager toutes les circonstances de menace ou d'emploi des armes nucléaires. Durant cette procédure, les États hostiles aux armes nucléaires se sont attachés à démontrer l'existence de pratiques effectives en droit international et d'une opinio juris relative à l'illicéité de l'utilisation de ces armes, se basant sur les nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui, depuis la résolution 1653, fixent comme objectif le désarmement général ou l'élimination des armes nucléaires. Certains ont considéré que ces résolutions constituaient en fait des décisions de l'AG établissant que les règles fondamentales et impératives existantes en droit international humanitaire sont applicables à l'emploi de l'arme nucléaire. Ce qui indique à l'inverse qu'il n'existe pas de règle générale de droit coutumier interdisant l'emploi de l'arme nucléaire. Or, la CIJ a écarté la thèse d'une condamnation de l'emploi des armes nucléaires fondée sur les résolutions de l'Assemblée générale, car bien qu'elle constitue la manifestation claire d'une inquiétude profonde à l'égard du problème des armes nucléaires, elles n'établissent pas encore l'existence d'une opinio juris quant à l'illicéité de l'emploi de ces armes. Pour sa part, le juge Guillaume a considéré que la Cour avait reconnu par cet avis la licéité des politiques de dissuasion, le gouvernement français affirmant que l'avis confortait la politique française de dissuasion telle qu'elle était pratiquée depuis 30 ans et n'avait rien d'incompatible avec son livre blanc de 1994 ainsi qu'avec la loi de programmation militaire de 1996. La Cour, à son paragraphe 97, semblait regretter le peu des éléments de fait mis à sa disposition, mais introduit ex abrupto à la fin de l'exposé le droit fondamental de l'État à la survie, en insistant sur la politique de dissuasion pour expliquer qu'elle ne saurait conclure de façon définitive à la licéité ou à l'illicéité de l'emploi d'armes nucléaires au regard du jus ad bellum.
Cette constatation tardive justifie a posteriori les arguments avancés par les partisans de la licéité, dont la France, sur le caractère hypothétique et spéculatif de l'analyse que la Cour était amenée à rendre. L'arme nucléaire a ainsi fait l'objet d'une effervescence diplomatique et juridique dans la décennie 1990, amenant à définir son essence licite ou illicite, à savoir sa conformité au droit international, et permettant au travers de la CIJ d'élaborer son statut en utilisant les différents registres du droit international pendant que son statut coutumier était débattu pour la première fois devant la Cour, cette dernière se défendant de S', immiscée dans les politiques de défense des États, tout en apparaissant pour certains comme un législateur ingérant. Avec une référence in brevibus verbis à certaines constatations de ces études, l'avis consultatif a conclu qu'. Il est impératif que la Cour tienne compte des caractéristiques uniques de l'arme nucléaire, et en particulier de sa puissance destructrice, de sa capacité d'infliger des souffrances indicibles à l'homme, ainsi que de son pouvoir de causer des dommages aux générations à venir. Chapitre 2 – L'Europe contre l'arme nucléaire. Par sa maîtrise de l'arme nucléaire, la France permet de placer l'Union européenne sur la scène internationale comme une entité nucléaire. Préalablement, la construction d'une Europe de l'atome au travers d'une industrie nucléaire solide avait nécessité une entente communautaire spécifique et interventionniste, si bien que les singularités des questions nucléaires apparaissent dans une jurisprudence volontariste de la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, destinée essentiellement à la protection sanitaire de la population et à la prévention de la prolifération nucléaire. Outre l'absence de considération de culture stratégique au sein des instances de l'Union européenne, les pays européens qui ne possèdent pas l'arme nucléaire sont majoritairement défavorables au concept de dissuasion nucléaire, un sentiment accentué par le monopole de la France puisque par défaut externalisé à l'OTAN. De fait, se dégage une hostilité politique de l'Union européenne envers l'arme nucléaire, malgré les propositions de la France d'assurer la protection du continent européen avec sa dissuasion nationale. Juridiquement, l'Union européenne n'est pas une puissance nucléaire au prétexte qu'un unique État membre dispose de l'arme nucléaire et pratique une politique de dissuasion nucléaire. Les alignements opérés lors de la procédure devant la CIJ sur la licéité des armes nucléaires ont été extrêmement révélateurs de l'hostilité européenne à l'arme nucléaire, au regard d'autres États qui ont choisi d'abolir l'arme nucléaire au travers d'instruments juridiques incriminants. Alors qu'en France, la procédure devant la Cour n'a guère eu de retentissement en dehors des milieux spécialisés, les audiences ont été largement diffusées dans les autres pays européens. En parallèle, lors de la campagne de reprise des essais nucléaires français de 1995, sur les 15 membres de l'Union européenne de l'époque, 13 par leur vote aux Nations Unies avaient pris position contre la France ou s'étaient abstenus. Cette hostilité se manifeste particulièrement dans la jurisprudence de la législation européenne et fait l'objet d'une attention particulière de la Cour européenne des droits de l'homme, 2. 1. L'opposition de la législation européenne à l'arme nucléaire. Alors que les débuts euphoriques de l'utilisation de l'énergie nucléaire transparaissent dans l'établissement de leur cadre juridique, les garanties que les matières nucléaires ne seraient pas détournées à des fins non pacifiques étaient dès l'origine inscrites à l'ordre du jour européen. Cette ambition s'est traduite par la rédaction très précoce de traités, notamment Euratom. Un projet de traité européen sur l'énergie atomique fut aussi proposé en comprenant des dispositions par lesquelles les puissances signataires s'interdisaient de fabriquer des armes nucléaires, même expérimentales, et également des mesures portant sur la propriété collective des matières fissiles. Mais les débats à l'Assemblée nationale n'engagèrent pas la liberté de la France, le Parlement prenant conscience en 1956, dans la suite du refus de la CED, de la possibilité de fabriquer en France des armes atomiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.